Pour la conférence, ce que je vais faire un peu, c'est présenter un algorithme de linéarisation optimale. Puis là, je sais, j'ai dit linéarisation puis optimale, puis la plupart des matheux sont comme linéarisation, approximation, pas trop down, optimal, dit heuristique, des affaires comme ça. Je vous jure, il va y avoir des affaires quand même jolies, des petites preuves cute, un peu d'analyse, ça va se régler. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter d'abord comme un contexte dans lequel ça serait pertinent d'avoir ce genre d'algorithme. Je vais vous présenter l'algorithme, le prouver, puis après ça, je vais vous montrer plus dans le contexte de ma recherche comment on l'utilise. Donc, tout d'abord, je vais vous ramener en secondaire 4. Okay? Secondaire 4, vous avez fait un peu l'optimisation secondaire 4, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ou peut-être que je suis de la réforme, puis pas vous, puis on se verra. Mais on avait des problèmes du genre, je vends des pommes et des oranges, puis j'ai mon profit, ça serait, mettons mon salaire, qui va être égal à, je ne sais pas, 8 cents par orange plus 12 cents par pomme. Okay? On a une fonction très usuelle. Ce qu'on pourrait faire, c'est de se dire comment je fais pour maximiser mon profit. Bien là, évidemment, tu as une infinité de pommes, tu as une infinité d'oranges, ça fait beaucoup de profit. Fait que là, tu as certaines contraintes qui vont te bloquer là-dedans. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de tracer le domaine du réalisable. On va avoir des genres de contraintes, je ne sais pas, ça va être pomme, orange. On va avoir des contraintes du genre j'ai pas le droit d'avoir plus que 50 pommes parce que c'est ça que j'ai à vendre. Fait que là, tu mets une ligne à 50 puis tu dis OK, ben je suis par là. Tu vas avoir d'autres contraintes, qui sont un peu plus bizarres dans les contextes de pommes puis d'oranges, du genre j'ai pas le droit d'avoir plus que 2 fois plus de pommes que d'oranges, des affaires comme ça. Fait que là, tu vas avoir des lignes comme ça qui vont se faire comme ça. Et au final, ce que tu vas tracer en rajoutant quelques contraintes, c'est un polygone qui va être ton polygone de contraintes, qui est en fait ton domaine du réalisable. Okay? Et là, notre question, c'est dans ce domaine du réalisable-là, c'est quoi la meilleure façon de maximiser comment je pourrais maximiser mon profit? Là, ce qu'on faisait en secondaire 4 pour ça, et c'est à peu près la même idée qui s'en vient, c'est que si on prend une valeur fixée de S, au lieu de dire que c'est la valeur qu'on essaie d'optimiser, on va dire, OK, mettons que ça, c'est égal à 4. Okay? Si on le fixe à une certaine valeur, on va se rendre compte que ce qu'on obtient ici, bien évidemment, 4 égale à 8, O, on peut mettre Y pour toute fin éducative, 8Y plus 12P, on peut isoler, c'est une équation d'une droite. Okay? Et on peut tracer cette droite-là sur ce plan-là et ça va nous donner quelque chose comme ça ici. Okay? Et ce qu'on obtient, c'est la ligne du domaine qui nous donne le 4 comme profit. Okay? Puis si on retrace la ligne pour une autre valeur que 4, mettons 5, puis on va obtenir une autre ligne qui va être parallèle à la première, où est-ce qu'on a notre profit à 5. Et donc, on peut faire promener notre droite comme ça sur notre domaine. Et la question revient donc à se dire à quel moment notre droite quitte notre domaine quand j'augmente la valeur. Ça, on peut le voir intuitivement, on peut se dire nécessairement ça va partir par un coin. Puis la preuve de ça, c'est que simplement on voit qu'on va partir du domaine sur sa frontière. Puis si on prend une ligne de la frontière, soit la valeur est constante sur toute la frontière et donc on est optimal, on a la valeur de la frontière au coin, soit on augmente pendant toute la frontière. Puis si c'est le cas, ben on va juste au coin du bout. Puis là, on est c'est la meilleure valeur de toute la frontière. Puis si ça diminue, on va à l'autre coin. Donc nécessairement, la valeur optimale qu'on va trouver va se retrouver sur un coin. Puis ce qu'on faisait en secondaire 4, c'est qu'on prenait une règle, puis on poussait, puis on disait c'est lui, OK, le coin. Là, évidemment, il y a quelque chose de plus formel un peu que pousser une règle. On va le faire avec de l'algèbre linéaire et c'est l'algorithme du simplex. L'algorithme du simplex, ce qu'il fait, en gros, c'est qu'il va prendre un genre de système d'équation de ce style-là et ce qu'il va faire, c'est qu'on va se promener de coin en coin. Comment on fait ça? C'est qu'on va résoudre juste certaines colonnes de notre matrice et pas tous. Fait que là, on va avoir des matrices un peu bizarres avec on peut ajouter des variables d'écart, des affaires un peu wild. Mais une fois qu'on a fait ça, on est capable en gros, de se promener de coin en coin d'un polygone. Puis avec ça, on peut juste tester les valeurs une à une du polygone. Et on peut même faire mieux, on peut toujours aller en s'améliorant. Il y a des questions de ça qu'on peut faire pour se promener de même. Puis c'est beaucoup mieux, beaucoup plus efficace parce que d'ailleurs,
ça, c'est un problème en 2 dimensions, mais si j'avais des pommes, des bananes, des oranges et une tralée de fruits, ben ça se dessinerait beaucoup moins bien, mon domaine. Mais l'algèbre linéaire a cette beauté-là de pouvoir rajouter des variables, tu rajoutes des colonnes, puis ça se fait aussi bien. Donc, on a cet algo-là qui va fonctionner pour des polygones, et même un peu plus large que le polygone, il peut marcher pour des polytopes. Un polytope, c'est un polygone qui est non borné d'un côté. Donc maintenant, ça pourrait continuer à l'infini. Mais on s'en fout, on s'améliore par là, fait que c'est correct. Okay? On pourrait avoir moins de pommes, mais t'es comme, ah, c'est pas super intéressant. Okay? Donc là, on a l'algorithme du simplex qui fait ça. Mais là, le problème arrive quand... parce que là, pour avoir fait ça, on a eu besoin de quoi? On a eu besoin que les frontières soient linéaires. On a eu besoin que la fonction optimisée soit linéaire. Okay? C'est un peu strict quand même comme règle pour avoir ça. Parce que dans la vraie vie, le linéaire, c'est assez rare. Mais on pourrait essayer de garder ce genre d'idée-là. Parce qu'imaginons qu'on a un domaine qui est essentiellement un peu curvy, mais très grand, comme ça. Okay? Puis là, juste à cause que c'est plus linéaire, les frontières, ben tu perds tous tes beaux résultats de pouvoir te promener de coin en coin. Au lieu d'avoir un nombre comme fini dénombrable de points à tester, ben, tu reviens avec un domaine dans R2 dans ce cas-là ou en Rn. Et là, ça devient vraiment, vraiment dommage parce que tu l'avais presque. Tu sais. Fait que tant qu'à l'avoir presque, ben, on va dire on l'a presque, mais presque à quel point? Ben, on va dire que ça, c'est à peu près une ligne droite, ça, c'est à peu près une ligne droite, ça, c'est à peu près une ligne droite. Et là, on réobtient un polygone. Okay? Les talents de dessin ne sont pas incroyables, mais mettons. Okay? Mais là, pour avoir un polygone comme ça, on est comme cool. Mais là, on a une marge d'erreur ici qui est quand même non négligeable. Puis qu'il y a même des preuves qui prouvent que si tu te donnes une marge d'erreur, que tu n'as pas borné l'erreur comme la quantité d'erreur comme ça dessus, ben tu peux être infiniment loin de ta solution optimale selon la fonction. Donc là, pas encore super agréable. Fait que tu aimerais avoir une idée de linéariser une fonction en majorant l'erreur. OK, cool. Sinon, une autre idée qu'on peut pousser avec le simplex, c'est que si la fonction, elle est pas qu'on essaye d'optimiser, elle n'est pas linéaire, bien aussi on peut la linéariser par morceaux. Donc on va avoir un genre de truc un peu comme ça. Et que lui, on peut prendre chacun des segments, lui faire le simplex dessus, trouver le maximum et recommencer. C'est juste que c'est un peu plus long, mais ça reste une infinité dénombrable. Ben pas une infinité, quelque chose de fini dénombrable. OK? Donc là, pour ceux qui ont fait un peu d'optimisation, ils vont savoir que dans ce cas-ci, c'est pas super utile parce qu'on peut faire une descente de gradient et des affaires comme ça, mais je vous jure que ça a des utilités en général, puis ça, c'est juste une application super visuelle de la chose. Puis les descentes de gradient, ça marche juste si le domaine est convexe, puis ça marche même si le domaine n'est pas convexe, des histoires comme ça. Donc, c'est ça. Là, à partir de cette idée-là, on aimerait être capable de linéariser une fonction sans jamais dépasser une certaine erreur. OK. Avec là, on pourrait dire, la première approche qui a été utilisée dans la littérature, c'est qu'on prend une certaine fonction quelconque, mettons, je sais pas, x carré qui fait comme ça, puis on veut la linéariser. Puis là, on a tous des flashbacks de calcul 1 ou d'université ou de cégep ou même d'analyse où on fait genre linéarisation, polynôme de Taylor. Ça va pas marcher ici. Parce que ton polynôme de Taylor va linéariser ta courbe en un seul point, puis tu peux majorer l'erreur pour la dériver d'après sur une région assez proche. Sauf que là, ça linéarise en un point, puis pas sur un domaine, comme nous, on aimerait faire ici. On aimerait linéariser, mettons, de là à là. OK? Donc là, pas de polynôme de Taylor, t'es comme, ah, OK. Fait que là, une approche, c'est de juste d'échantillonner la fonction à certains points. OK? Puis de relier les picots. Ça, c'est avant la 4e année de secondaire, c'est vraiment maternel, on relie les picots de fonctions. OK? Problème avec ça, premièrement, il y a plusieurs problèmes. On essaie de linéariser une fonction. Ici, on la surestime tout le temps, de 1. Pas si cute que ça. Puis, on n'a aucune espèce d'idée de combien on l'a linéarisé, comme quel écart on a eu. On a juste échantillonné à des intervalles réguliers pour avoir la fonction. Donc là, tu ne peux pas vraiment faire ça. Ça ne fonctionne pas super bien. Puis là, tu es comme, OK, mettons que je ne veux pas faire ça. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Ce que tu pourrais faire, c'est d'avoir une erreur que tu fixes. OK? Tu dis, bon, ma fonction, je ne veux pas m'éloigner de plus que
3, OK, de ma fonction. 3 un peu arbitraire, mais 3. OK? Fait que là, tu as une fonction comme ça, puis là, tu essaies de passer une droite qui s'éloigne jamais de plus que 3 de ça. Une visualisation géométrique qui était utilisée et qui est vraiment pas superbe, mais qui juste pour montrer un peu d'où on part, c'est de dire qu'une une ligne droite, au final, on va tracer une ligne droite, il va avoir un plus ou moins delta dessus, et ça va donner un genre de parallélogramme comme ça. Okay? Puis ce parallélogramme-là, c'est la droite plus ou moins delta, va être déterminé par deux choses quand on essaie de linéariser une courbe. Par exemple, il va être déterminé par simplement, si je retrace la courbe, on essaie de passer un parallélogramme. Je ne suis pas très bon en dessin, excusez-moi, mais ça va aller. Okay? Il va être caractérisé par à quel endroit la courbe traverse le parallélogramme au bout et avec l'angle que tu donnes au début de ton parallélogramme. Juste avec ça, ces deux paramètres-là, tu peux créer, si tu as une représentation unique de parallélogramme, tu peux déterminer ton parallélogramme, puis la longueur, ben, tu essaies juste de trouver le parallélogramme avec la plus longue, pas nécessairement longueur, mais projection en X. Okay? C'est pas si joli comme représentation parce que intuitivement, là, tu te dis, OK, passer d'un parallélogramme dans une courbe qui shake un peu, c'est un peu. Intuitivement, tu sais pas où tu t'en vas avec ça parce que ça n'a pas l'air de grand-chose. OK? Donc, une autre idée, ça serait de dire, qui est exactement équivalente géométriquement, c'est de juste prendre la courbe qu'on essaie de linéariser, de tracer la courbe plus l'erreur, changer de couleur, OK, qu'on va faire ici. Puis on va prendre la courbe moins l'erreur. OK? Et là, on a un corridor presque régulier. Puis on va demander, à partir d'un x donné, donc on va juste prendre un x donné, c'est quoi la plus longue droite que je pourrais tracer en restant dans mon corridor? OK? Donc là, déjà là, beaucoup plus joli, beaucoup moins méchant comme approche, parce qu'on le voit ce qui se passe. Mais là, juste se dire, prendre le plus long segment de droite possible, est-ce que ça nous garantit vraiment qu'on va avoir la meilleure linéarisation? Dans le sens que nous, mettons dans le simplex ou dans les autres applications, on essaye de, pour une erreur donnée, minimiser le nombre de morceaux. Parce que si c'est sûr que tu me laisses avoir autant de morceaux que je veux, ben, je vais prendre plein de petits morceaux, ils ne vont jamais dépasser l'erreur. Puis c'est ça. À la limite, j'en prends une infinité de morceaux, puis je retrouve ma courbe. Okay? Donc là, on essaie d'avoir une linéarisation qui minimise le nombre de morceaux. OK. Mais là, est-ce que vraiment prendre le morceau le plus long qui rentre dans ce corridor-là nous donne ça? La réponse est non. Okay? Puis ça, c'est vraiment triste parce que tu aurais voulu régler le problème simplement. Puis je vais vous donner un exemple d'une fonction que prendre le plus long segment de droite possible ne va pas nous donner ce qu'on veut. Okay? Donc, on va prendre la fonction qui va être un peu whack, mais pas si whack que ça en fait. On va juste la prendre, ça va être une fonction qui va être comme ça, qui va monter, qui va redescendre à peu près là, qui va remonter après. Ouais. Puis après ça, on va prendre l'autre. J'espère juste que mon dessin va bien marcher. OK, comme ça ici. Donc là, on a le corridor qu'on essaie d'avoir. Puis on est ici. OK? Puis évidemment, peut-être pour les fins d'exemple, ça devrait être un peu plus haut, comme genre de même. OK? OK? Si on prend le segment de droite le plus long à partir d'ici, ben on va prendre un segment de droite qui va aller de là, qui va être tangent ici, qui va aller là. OK? Ensuite, on part de là, on essaie de trouver le plus long segment de droite possible. On va descendre ici, puis on va aller là. Puis on va arriver, après ça, jusqu'à notre objectif qui est là. On arrive. OK? Donc on le fait en 3 segments. Puis là, c'est comme OK. Puis ça, c'est tous mes segments de droite étaient les plus longs possibles. Cool. Mais je pourrais tracer une autre linéarisation qui serait, je me trace une droite ici, la même ici, mais je m'arrête là. OK? Mais en m'arrêtant là, mon dessin n'est pas super joli. Comme ça. Okay? En m'arrêtant là, je peux juste tracer un autre segment de droite qui fait comme ça et qui s'en va. Okay? Donc là, j'ai un segment qui est plus court le premier, mais au final, j'ai juste 2 segments puis j'ai linéarisé ma fonction. Et donc, c'est mieux. On a
ma fonction linéaire par morceau, elle a un morceau de moins. Puis on a dit que notre critère d'évaluation d'une linéarisation, c'était combien de morceaux on avait. Donc là, on est comme, OK, j'ai réussi à faire une linéarisation avec un morceau de moins. Et alors là, tu es comme, OK, ben qu'est-ce que je fais avec ça? Genre, toute mon espèce d'idée de prendre les morceaux les plus longs s'écroule. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Fait que ce qu'ils font dans la littérature, c'est qu'ils se disent, bon, ben, au lieu d'avoir un problème à deux variables qui est comme ma pente et de où je pars, on a un problème à deux variables qui génèrent le problème à deux variables, qui génèrent le problème à deux variables, deux variables, deux variables, deux variables. Et au final, tu as un problème avec n variables, puis le n n'est pas connu d'avance, parce que le n dépend du nombre de morceaux. Fait que tu essaies de régler un problème avec un nombre de variables que tu connais même pas. Okay? C'est vraiment, vraiment pas si agréable que ça comme problème. Okay? Et en fait, ce qu'ils font dans la littérature, c'est qu'ils vont au lieu de fixer l'erreur comme ça et de prendre le nombre de morceaux qu'ils peuvent obtenir, on va fixer à l'avance le nombre de morceaux. Donc, on fixe le nombre de variables. Puis, on se dit, c'est quoi l'erreur minimum que je pourrais avoir avec ce nombre de morceaux-là? Toujours là, c'est pas si élégant que ça parce que c'est plein de problèmes de combinatoires, tu as plein de variables. Les algos qui existent fonctionnent, mais genre, les temps de calcul pour une fonction niaiseuse comme genre x à la 3 moins x carré, on parle de plusieurs jours sur des ordi. Donc là, c'est vraiment pas aussi idéal que ça parce que linéariser, au final, on essaie d'obtenir quelque chose de facile à calculer, quelque chose de beau, quelque chose de joli, puis essayer de faire des gains de temps. Puis si au final, ça te prend des jours pour avoir ton petit gain de temps, t'as vraiment rien gagné au final. Fait que là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et ça, c'est l'idée que, en fait, à la personne avec qui je travaille, qui est une professeure à Toulouse, qui est en ce moment à Montréal, et elle a eu, c'est de dire, OK, la fonction linéaire par morceau que tu veux tracer, prends-la, mais prends-la pas nécessairement continue. Fait qu'au lieu d'avoir les morceaux qui se touchent, tu les détaches. OK? Tu as comme un nouveau degré de liberté, ça te tente. OK? Et là, juste en faisant ça, on obtient le résultat vraiment, vraiment cool, qui est qu'on n'a plus ce genre de problème-là de finir plus tôt et de devoir se détacher. Okay? La preuve est quand même simple de ça. Fait que, on va prendre une courbe. Une courbe, comme, je sais pas, n'importe quoi, qui a été linéarisée de façon optimale. Imaginons qu'une courbe a été linéarisée de façon optimale. Ils ont obtenu, par miracle, une linéarisation vraiment jolie. Okay? Fait que là, ils ont une linéarisation, je sais pas, qui a l'air de ça, OK? Ça continue. Puis là, ça, c'est optimal. Ça a le nombre de morceaux minimum. OK? Mais là, les morceaux n'ont pas tous la longueur la plus longue. Il y a des idées comme ça. Donc là, tout ce que tu fais, c'est que tu prends le début de la fonction, OK? Et tu remplaces tu prends le premier segment qui part de là, et tu traces le plus long segment possible que j'aurais pu faire à partir d'ici. Okay? Nécessairement, le plus long segment possible va être plus long que le morceau qui a été tracé, ou égal. Donc, on va avoir quelque chose qui va aller là, mais qui ne va jamais dépasser le deuxième morceau de ma linéarisation. Est-ce que c'est quand même clair? Ouais? OK. Parce que s'il faisait plus que deux morceaux, je pourrais enlever les deux morceaux, le remplacer par le mien, puis j'aurais une nouvelle linéarisation en moins de morceaux. OK? Donc là, je sais que mon morceau couvre un point quelque chose. OK? Un point quelque chose, honorable. Je peux prendre le un point quelque chose, couper ça ici, et le remplacer avec mon nouveau morceau. OK? Donc, ce que j'obtiens, c'est une nouvelle linéarisation de ma fonction qui a le même nombre de morceaux parce que j'en ai enlevé moins de 2 et j'en ai rajouté un. Donc, quand tu le dénombres, ça donne la même chose. Et qui commence par un segment de longueur maximale. OK? Et juste par induction, on peut recommencer ce procédé-là jusqu'à temps qu'on ait linéarisé toute la fonction avec tous les morceaux de longueur optimale. Longueur optimale, ouais, c'est ça. OK? Donc, là, cool. On a réussi à ramener notre problème avec un nombre de variables qu'on ne sait pas. On se donne une petite liberté un peu bizarroïde d'avoir une fonction par morceau pas continue. Puis, on réussit à ramener le problème à quelque chose à deux variables assez simple. Joli, intéressant. Mais le problème de la discontinuité est quand même non négligeable, un peu chiant, mais il va être vraiment comme contrôlé, on va le borner, vous allez voir, ça va être cute, on va le maintenir en place. OK? Donc, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est
on va essayer de caractériser avec ça qu'est-ce qui définit un plus long segment dans un corridor. Okay? Donc, un peu l'idée de pourquoi dans la description de la conférence, je vous disais, je suis sur une route, puis je regarde devant moi, puis je me dis, OK, où est-ce que je me place sur ma rue pour aller le plus loin possible? Okay? C'est pas exactement ça qu'on a ici, parce qu'au lieu d'avoir la distance euclidienne de la rue, entre les deux bords de la rue qui est constante, on a plus la projection en Y qui est constante, parce que c'est toujours delta, plus ou moins comme 2 deltas de différence. Fait que, OK, j'ai un peu menti dans ma description, mais à toute fin éducative, à toute fin pratique, c'est à peu près le même problème. Okay? Fait que c'est ça. Fait que là, pour faire ça, on va essayer d'abord de généraliser l'idée d'une erreur. Okay? Avoir une erreur sur une courbe, l'erreur absolue, dire plus ou moins delta, c'est un peu arbitraire de dire ça va être mon erreur. Parce qu'il y a des physiciens que eux, ils veulent leur erreur relative. Ils veulent avoir leur 1%. Tu aurais, je sais pas, des statisticiens un peu wild qui auraient des courbes probabilistes. Puis ils aimeraient avoir comme erreur que si je prends un échantillon à un endroit, je veux arriver à avoir ma région de confiance avec 95% dans ma distribution normale. Okay? C'est un peu bizarre comme type d'erreur, mais les statisticiens vont avec ça. Okay? Puis on pourrait avoir, au lieu d'avoir une... Je hate pas contre les statisticiens, je vous aime. Puis on pourrait avoir d'autres distributions que la distribution normale, on pourrait avoir des distributions de poissons, n'importe quoi. Okay? Donc là, on aurait besoin d'avoir une définition assez générale de c'est quoi une erreur. Okay? Donc, cool, on part avec ça en tête. On va partir comme idée, c'est on va juste faire un peu de notation avant de commencer la caractérisation. On va juste se dire, j'ai 3 fonctions. J'ai f de x, okay. J'ai fh de x, puis j'ai fl de x. Okay. Ça va être ma fonction, le highest bound, lowest bound, c'est la notation de la littérature. Okay. Et là, ce qu'on va regarder tout d'abord, parce que caractériser le morceau le plus long en général, pas si facile que ça. Donc on va commencer sur une fonction convexe. Okay. On va être sweet avec mon idée sur une fonction convexe. Puis, qu'est-ce qu'on va prendre comme définition de l'erreur? Donc, ça, on a dit convexe. Ouais. Convexe. On va juste prendre comme définition de l'erreur n'importe quelle erreur qui respecte 2 critères qui sont vraiment simples. C'est que la borne du haut est toujours plus grande que la borne du bas. C'est sans choquer personne. Et les erreurs ont la même concavité que la fonction elle-même. Okay? Là, il y a plein de fonctions qui vont respecter ça. Juste, l'erreur absolue, ça respecte ça. Parce que, évidemment, l'erreur du haut est toujours plus grande que l'erreur du bas. Puis, quand on fait la deuxième dérivée, la constante, elle disparaît. Donc, on a la même concavité, tout va bien. L'erreur relative respecte ça. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par une constante. Donc là, quand on va prendre la deuxième dérivée, OK, c'est possible que la deuxième dérivée change. Sauf que elle ne va jamais changer de signe. Elle va toujours, si c'était concave, ça va être concave. Si c'était convexe, ça va rester convexe. Ça va bouger un peu. Okay? Mais on reste dans le même signe. Donc, on a quand même... Et là, je n'ai pas regardé pour les affaires de statisticiens, mais peut-être, je veux dire, n'importe quel type d'erreur pourrait fonctionner. Puis on n'est plus obligé d'avoir des erreurs symétriques. On pourrait se dire, j'ai une erreur qui est relative par le haut et absolue par le bas. Contexte, je ne sais pas, mais on pourrait s'imaginer que ce genre de truc-là existe, okay? Et que ça a des utilités. En fait, il y en a plusieurs qui ont des types d'utilités. On pourrait avoir des erreurs mixtes, où est-ce qu'on a qui est absolue et relative en même temps. Parce qu'une erreur relative, quand tu t'approches de 0, ça devient vraiment pas gentil parce que ton erreur doit devenir 0 quand tu passes dessus. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est une erreur du type le minimum entre 1% de ma fonction et 1. Donc là, ça va faire quelque chose, une erreur qui va comme s'aplanir dans le bord de 0. Quelque chose comme ça et que tu n'auras plus de propriété trop laide. Okay? Donc, OK, on part de ça en tête, on a juste ça. OK? Donc là, on a dit fonction convexe. On va dessiner une fonction convexe usuelle. On va prendre x carré. OK? On va prendre x carré. Et on va prendre, en fait, on va juste tracer, on va se foutre un peu de f de x. On va juste tracer la fonction du haut et la fonction du bas. Donc là, tu as ça, tu as l'erreur, tu as quelque chose comme ceci. OK? Ouais. OK, ça. Je ne suis pas un excellent en art, mais mon f de x, moi ça ne me choque pas trop. OK?
Donc là, on se dit, à partir d'un point donné, j'essaie de trouver la plus longue droite. Puis là, intuitivement, on regarde ça, puis on se dit, honnêtement, j'ai vraiment deux choix. J'ai ça ici, puis ça ici. OK? Puis il y en a une qui est meilleure que l'autre, puis c'est celle du bas. Puis là, on dit comme, OK, cool, je remarque ça, mais est-ce que c'est généralisable comme idée? La réponse est oui. OK? Parce que là, au début, moi, j'avais fait plein de preuves de epsilon, delta, plein d'analyses, des trucs un peu bizarroïdes. Puis là, il fallait séparer quand la fonction est croissante de décroissante. Puis après, j'ai trouvé des preuves simples, vraiment rapides, où est-ce que aucun epsilon delta n'est utilisé. Donc, pas besoin de faire d'analyse. Ben, techniquement, il devrait en avoir une, mais vraiment, vraiment intuitive. Okay? C'est que une courbe qu'on trace dans un domaine est jamais la plus longue possible si elle ne touche pas les frontières du domaine. Puis ça, on peut s'en entendre parce que ne pas toucher la frontière du domaine, ça veut dire que dans le sens de la ligne droite, il va toujours exister un delta, un epsilon pour tous les points, tel que le point plus epsilon dans la bonne direction ne va pas être sur la frontière, ben, il ne va pas dépasser la frontière. Donc, techniquement, tu pourrais juste rajouter ce epsilon-là, tu as une courbe plus longue. OK. Donc là, intuitif, simple. Autre truc, c'est qu'une courbe, une ligne droite qu'on trace, si on peut l'allonger dans une direction, alors elle va être meilleure. Puis ça, je veux dire, OK, ouais, c'est vraiment niaiseux et intuitif, mais par exemple, la ligne verticale n'est pas meilleure parce que sa projection en X reste la même. Fait que on exclut ça parce qu'on cherche des fonctions. Donc, on prend le problème puis on le pitch par la fenêtre puis on se dit, il n'existe pas. Puis on se prend juste une ligne droite, on dit, si je l'allonge, alors elle est meilleure parce que ben, c'est directement sa projection en X est plus grande. Cool. Donc là, on essaie de prouver qu'on a ça. Là, on a dit, OK, la ligne droite que je trace, ces deux bouts doivent être sur une frontière pour qu'elle soit optimale. OK. Un peu de probabilité de... Même pas scolaire, là, vous faites ça chez vous. Là. Si j'ai deux possibilités pour le premier bout et j'ai deux possibilités pour le bout de la fin. Okay? Donc, j'ai quatre possibilités possibles de linéarisation. On va avoir la linéarisation du haut au haut, la linéarisation du haut au bas, la linéarisation du bas au haut, puis la linéarisation du bas au bas. Okay? Là, mon but, c'est de prouver que c'est toujours un de ces types-là. Okay? Évidemment, on va commencer par celui qui est le plus facile à prouver que ce n'est pas lui. Si je fais... Ouais, mettons. Okay. Si je fais une linéarisation d'une fonction du haut au haut du corridor, okay, ben, ça va partir de là, puis ça va aller genre là. Okay? Quelque chose comme ça. Puis vu qu'on a dit que notre fonction était convexe et donc que FH aussi est convexe, ben, on est strictement en dehors du corridor. Fait qu'on peut complètement exclure cette possibilité-là. Fait qu'on l'élimine. Okay? Il en reste plus que 3. Okay? Bon. Pour les deux suivantes, il y aurait une preuve epsilon delta pour prouver que c'est pas optimal. Mais comme j'ai dit, on peut prendre cette preuve-là puis la tweaker un peu. Pas exactement prouver la même chose, mais prouver quelque chose qui va parfaitement nous servir, qui est si existe un segment comme ça, qui est optimal, alors il existe un segment équivalent de la même projection en X d'une autre des formes. Puis si on fait ça, on peut juste arrêter de regarder pour elle, puis on regarde pour les autres. Okay? Puis comment on fait ça? C'est que si j'ai quelque chose qui part du haut, puis qui va vers le bas, quelque chose comme ça, okay? On peut prendre la fonction, projeter la fin de la courbe sur notre fonction du bas. Donc, on la prend, on la projette. Okay? On obtient ce point-là. Puis là, on obtient une nouvelle linéarisation, qui est celle-ci. Okay? Et celle-là, elle est du bas au bas. Okay? Elle a la même projection en X, parce qu'on a littéralement gardé le même X, puis on a descendu le Y. On est toujours dans le domaine, parce qu'on est en haut de la fonction du haut, parce que c'est convexe, puis on relie deux points du domaine, de la fonction. On est toujours en dessous de celle du bas, parce qu'on a descendu tous les points d'une fonction qui était déjà, d'une ligne droite qui était déjà dans le domaine. Donc, on est toujours en dessous de la fonction du haut. Donc, ça fonctionne, ça respecte. Donc, on peut arrêter de regarder pour le haut bas. Okay? Et, de manière analogue, on peut éliminer tous les cas où est-ce qu'on a du bas vers le haut. Okay? Quelque chose comme ça. Parce que, encore une fois, on peut faire une projection
descendre ça ici, puis dire, ah, on a une nouvelle linéarisation comme ça. OK? Donc, on peut éliminer ce cas-là. OK? Cool. Maintenant, on a une seule possibilité, c'est que la courbe qu'on essaie de linéariser, elle part du bas du corridor et qu'elle arrive au bas du corridor. Cool. Vraiment, vraiment moins chiant à chercher. Ça veut dire que si je cherche à linéariser à partir d'un point, je prends le bas du corridor de ce point-là, puis j'ai juste à chercher sur le bas du corridor encore. OK? On a ramené notre problème à une variable qu'on peut faire varier puis essayer d'optimiser. Mais là, on va pousser encore plus, on va faire un peu plus on peut faire mieux que ça. On peut trouver une manière analytique de trouver à quel point on essaie de linéariser, comment caractériser notre fonction. OK? Et l'idée est vraiment, vraiment simple. C'est que si je trace n'importe quelle courbe qui part du bas et qui s'en va vers le bas. OK? Comme ça. OK? Si la courbe n'est pas tangente au haut du corridor, alors je peux prendre, il y a déjà qu'il existe un epsilon tel que pour tous les points, on pourrait les augmenter d'epsilon sans jamais frapper la frontière. On pourrait prendre cette courbe-là puis justement la monter du minimum de toutes les epsilon et on a quelque chose qui est, prendre cette courbe-là puis on l'aurait comme surélevée à là. OK? Sans qu'elle soit tangente ou qu'elle pourrait être tangente, peu importe. On a une nouvelle courbe un peu plus haut. OK? Puis cette courbe-là, comment on l'a définie? On l'a juste surélevé de même. Puis vu que notre domaine est une fonction, il ne va pas tomber straight. On a que la nouvelle droite qu'on a faite, elle ne touche pas aux deux bouts. Puis comme je vous ai fait accepter tout à l'heure assez hand-wavy, une courbe qui ne touche pas aux deux bouts n'est pas optimale. OK? Donc, on peut éliminer tous les cas de courbes bas-bas qui ne sont pas tangentes à la fonction au haut du corridor. OK? Donc là, ça devient assez restreignant. Qu'est-ce qu'on a comme choix de fonction? On a une caractérisation unique de la fonction. Parce que si on part d'un point, je vais réeffacer ça, je vais quand même utiliser assez... quand même, mon exemple a été effacé et réeffacé, mais il survit. Okay? Si je pars de ici, je peux dire que sans l'ombre d'un doute, que la meilleure linéarisation que je pourrais faire, ce serait de partir du corridor, prendre le point qui est tangent ici, puis d'aller là. Okay? Puis ça, c'est la meilleure projection en X que je pourrais avoir pour linéariser ma fonction. Et là, moi, je suis quelqu'un en maths info, fait que moi, tout ce que je vous dis là, je dois le coder dans une librairie pour Julia. Donc là, algorithmiquement, on a un résultat qui est quand même joli. C'est que si on linéarise le long d'une fonction, si on linéarise le long d'une fonction, puis qu'on essaye de voir où est-ce que ça arrive à ce point-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre la dérivée de la fonction du haut et regarder où est-ce qu'elle arrive ici, à cette x-là. Donc on va faire comme ça. Si je linéarise ici, elle va arriver là. Si je linéarise là, elle va arriver ici. Si je linéarise là, elle va arriver ici. Et ce qu'on a, c'est une fonction qui est décroissante avec là où j'ai linéarisé et où ça arrive dans ma projection en Y. Okay? Donc, algorithmiquement, si on cherche le point où est-ce que c'est parfaitement tangent et que ça touche au bas du corridor, on peut juste se prendre trop loin puis faire de la dichotomie. Parce qu'on a un changement de signe, on a un théorème valeur intermédiaire, on est comme cool. Je peux juste dichotomiser les valeurs de x possibles. Comme ici, c'est clairement trop trash. Je vais couper en deux, couper en deux, couper en deux, couper en deux. Puis c'est la complexité logarithmique, c'est vraiment, vraiment, vraiment rapide. Okay? On parle de quelque chose de l'ordre. Je ne peux pas vraiment donner une ordre de temps, mais un ordre assez rapide. Okay? Si on a un domaine, tout mon ordi, on va aller comme ça, une fonction que je veux linéariser sur un domaine de, mettons de 0 à 200, qui est un petit domaine, bien, ça prend vraiment beaucoup moins qu'une seconde. Okay? Beaucoup, beaucoup moins qu'une seconde. Donc, c'est vraiment, vraiment rapide. Okay? Donc, on a obtenu quelque chose pour linéariser un segment convexe. Okay? Mais là, on n'a pas fini parce qu'il existe des fonctions concaves puis des fonctions mixtes. Okay? Une fonction concave, le problème n'est pas un vrai problème parce qu'une fonction concave, on fait x-1, ça devient une fonction convexe, on la linéarise comme ça, on reflippe à la fin, puis on a réussi à avoir une linéarisation comme on voulait. Okay? Donc ça, problème, on l'oublie. Le problème va vivre aux fonctions mixtes. Okay? Donc, une fonction mixte, donc un corridor pas convexe, pas concave, on essaye de trouver le plus long segment de droite dans une zone de non-convexité, dans une zone mixte. C'est vraiment, vraiment pas intuitif.
OK? Et d'ailleurs, le problème est assez complexe. Je vais vous donner un exemple. OK? Par exemple, on a la fonction cos. OK? Fonction cos usuelle, amplitude de 1, qui va faire ça avec une erreur de plus ou moins 1.5, OK? Qui est un type d'erreur relative. On va avoir quelque chose comme ça. On va partir de là. Puis on va avoir quelque chose de 1.5, fait que ça fait ça. OK? Et on essaie de linéariser. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas une caractérisation qui est super jolie parce que la meilleure... Non, c'est pas vraiment bien dessiné. La meilleure droite que je pourrais passer avec un cos de 1.5, avec une erreur de 1.5, ça serait... C'est toujours pas bien dessiné, mais c'est pas grave. Ça serait la droite horizontale. Parce que si je mets une droite horizontale, elle n'a jamais une erreur de plus qu'1.5 parce que l'amplitude, c'est 1. Puis je peux linéariser le domaine au complet en un seul segment, okay, qui est comme lui. Okay, là, ça ne s'est pas supposé croiser, c'est pas supposé toucher, tout est beau, tout est correct. Mais genre, ce segment-là est tangent nulle part. Il est juste droit. Oui. Mais tu pourrais te restreindre à... Ici, à un moment donné, si tu te restreins ton corridor, à un moment donné, il va y avoir tu sais, ce problème-là ne dure pas quand ton corridor est arbitrairement petit. Mais oui. Si tu le réduis suffisamment à un moment donné, tu n'auras juste plus jamais ce problème-là. Oui, effectivement. Mais le but, c'est en fait, pas faux, mais on essaie d'avoir une erreur on ne veut pas rien imposer sur l'erreur. Ce que j'ai imposé sur l'erreur à date, c'est vraiment, vraiment soft, OK? Ça prend n'importe quelle erreur absolue, tu me donnes une fonction, tu me dis linéarise-la de là à là, avec une erreur absolue de 8. Je ne vais pas dire, ah non, 8, excuse-moi, je peux pas, c'est trop gros comme erreur, genre, je ne sais pas quoi faire. Tu veux essayer de vraiment déterminer c'est quoi le segment optimal. Alors, ce genre de problème-là, en fait, la caractérisation de la droite, il y a peut-être une façon de la caractériser. On ne l'a pas trouvé. On cherche, si on trouvait ça, ça serait vraiment, vraiment cute. Mais le problème, on va vraiment le restreindre. Vous allez voir qu'on arrive à quelque chose de quand même correct. Okay? Donc là, tout ce qu'on va dire, c'est qu'une fonction qui est mixte, qui est concave et convexe, c'est un bout de... C'est comme tu mets bout à bout plein de fonctions sur des petits domaines elle est parfaitement convexe, elle est parfaitement concave, parfaitement convexe, parfaitement concave, et ça alterne. OK? C'est pas choquant, trop. C'est simple. Et là, on dit, OK, cool, j'ai linéarisé sur... Là, on est capable d'avoir la meilleure linéarisation sur le segment concave, puis la meilleure linéarisation sur le segment convexe. Cool. OK? La jonction entre les deux ne va pas être aussi jolie. OK? Parce que, évidemment, il y en a un qui veut partir du bas du corridor, puis il arrive au bas. Puis l'autre, il repart, il est concave, fait qu'il doit partir du haut du corridor, puis aller au haut du corridor. Fait que, nécessairement, il y a une discontinuité qui va apparaître, minimum, si ça finit pile poil dessus. OK? Ça n'arrive pas dans la vie réelle, mais ça pourrait arriver, fait qu'il faut quand même que moi, quand je le code, je mette une petite exception pour ce genre d'histoire-là. Mais ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une genre de linéarisation où est-ce que le dernier segment, il va arriver en plein milieu, il ne sait pas où finir. Tu sais, le dernier segment, il pourrait finir au milieu du corridor, au haut du corridor, il y a vraiment comme du jeu. Okay? Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on dit, OK, on va juste l'arrêter à cet endroit-là, à la fin le segment concave puis du segment convexe, on va juste l'arrêter là, ma linéarisation, puis on va repartir de l'autre bord. Fait qu'on a comme... On n'est plus sûr qu'on a le nombre de segments optimal, mais je vous jure, ça va se tasser comme problème. Puis, on a quelque chose d'un peu... Au moins, on a un algorithme qui se fait bien. Okay? Puis là, le segment, techniquement, on pourrait essayer de prendre un segment qui s'en va au milieu du corridor, puis essayer de le prolonger le plus possible jusqu'à temps qu'il croise le corridor encore. Pas ce que j'ai fait, parce que moi, j'essaye de le coder, puis en le codant, si je veux paralléliser mon code, on voit que l'algorithme il se parallélise super bien si j'ai les segments concaves et convexes. Parce qu'ils sont tous indépendants. Je paralyse sur un segment concave pendant que je paralyse sur les autres segments. Ils n'ont aucune interaction entre eux et ça va bien. Okay? Si, par contre, je commence à dire que j'essaie de dépasser mon segment et d'aller faire la plus longue droite possible, bien là, je dois attendre d'avoir fini pour savoir d'où je commence à linéariser, puis ça devient plus chiant, puis tellement ça sauve pas beaucoup de segments. En fait, c'est rare que ça sauve un seul segment, okay? Donc déjà. Et même quand ça en sauve, ça me prend tellement plus de temps à le faire, à l'appliquer, que ça ne vaut pas la peine.
OK? Mais c'est plus un problème d'informatique qu'un problème mathématique de la chose. OK. Maintenant, je vais faire deux trucs. Premièrement, je vais vous montrer un petit truc cute, puis après ça, je vais vous prouver un autre truc. Premier truc cute, c'est que si je le fais, ma linéarisation sur un segment qui est strictement concave ou strictement convexe, elle va partir du bas du corridor, revenir au bas du corridor et recommencer. Mettons qu'on va plus loin pour les fins de ce que je vais expliquer. OK? Puis on trouve qu'on va là, on part de là, on va là. OK? Tout va bien. Puis, or là, j'ai dit après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est recommencer et partir du bas du corridor au bas du corridor. Mais là, je repars du bas du corridor, puis je repars au bas. Ben lui, il va finir en plein milieu, mais c'est pas grave parce que c'est exactement le problème dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. OK? Mais là, on est parti du bas, on est arrivé au bas, puis on repart au bas. Le problème que je vous ai apporté tantôt de j'ai des discontinuités, mais c'est un peu laid, il se règle un peu ici. OK? Parce qu'on a réussi à faire notre linéarisation sur un segment strictement concave, strictement convexe, qui est continu. On a comme réglé notre problème. On s'est donné la liberté d'aller discontinu, puis notre problème, c'est comme réglé par lui-même. Okay? On apprécie, on se trouve chanceux. Donc là, le seul endroit où est-ce que je vais avoir des discontinuités dans ma fonction, ça va être vraiment au changement de concavité, où est-ce que je dis je chope mon segment là, puis ça va être ça qui est ça. OK. Mais là, c'est beaucoup moins grave. C'est beaucoup moins grave parce que, par exemple, quand on veut appliquer l'algorithme du simplex, si c'est discontinu, on peut le faire sur chaque segment continu indépendamment, puis après ça, comparer les max des segments continus. Et donc, s'il y a très peu de points de discontinuité, ça se fait bien. OK? Mais, donc là, le nombre maximum de points de discontinuité, c'est mon nombre de zéro de ma deuxième dérivée. Okay? Qui est assez modéré dans un contexte d'optimisation, parce qu'en optimisation, le nombre de points de zéro de ta deuxième dérivée, de ta fonction de coût, ben c'est vraiment rare que tu aies quelque chose que le prix, quand il augmente comme vraiment bizarrement. Il va augmenter à peu près de façon soit croissante, logarithmique, genre, ou il va avoir des idées d'un peu de palier. Parce que, par exemple, j'ai un réseau de transport, je prends un cargo de train, ça me coûte de l'argent, puis là, je le remplis, puis là, ça me coûte un peu plus d'argent par truc. Puis là, à un moment donné, oh, mon cargo est plein, je dois acheter un deuxième cargo, puis là, c'est là qu'on va avoir comme un jump. Mais le prix est comme croissant. Fait que le nombre de zéro de la deuxième dérivée, c'est pas si grave que ça, mais on va quand même prendre le temps de prendre ce problème-là, le tackle, de l'attaquer, puis le résoudre le plus possible. Okay? Et ce que je vais vous prouver, c'est que le fait d'introduire des genres de jonctions un peu whack entre les ondes concaves et les ondes convexes, ça m'ajoute vraiment pas beaucoup de segments. Okay? Ça peut m'en ajouter, mais pas beaucoup. Okay? Ce que je vais vous prouver, en fait, c'est que, imaginons qu'on aurait notre fonction, qu'on linéarise avec le nombre optimal de segments. Donc, on aurait n étoiles. Okay? Et là, nous, notre linéarisation, on va l'appeler L. Okay? Donc, on va avoir que le nombre de segments de étoiles, donc optimal, on va avoir quelque chose de cette nature-là, qui est plus petit que n étoiles plus le nombre, je vais effacer ça, le nombre de zéros, donc on va mettre juste le nombre de zéros de f'' de x. Okay? Donc, ça c'est une borne assez serrée sur la plupart des fonctions. Okay? Vous remarquerez que si j'applique mon algorithme sur cos que je vous ai parlé tantôt, ça fait comme, j'ai quand même une infinité de segments, okay? Parce que ça fait genre, je coupe ici, je repars, je recoupe ici, je pars, je recoupe ici. Mais en même temps, ça reste dans cette borne-là parce que cos a une infinité de zones de concave et une infinité de convexe. Fait que ça va. Puis comment on prouve ça? On va avoir une preuve qui est un peu particulière. On va imaginer qu'on a une fonction qui est sur une zone complètement concave ou convexe, peu importe, qui a le nombre optimal de segments. Okay, tout le monde, ça va? On a le nombre optimal de segments sur tout ça. Et là, on veut juste comme ajouter un peu. Attends, je vais m'exprimer mieux que ça. Fait que mettons qu'on a quelque chose comme ça. OK? Puis qu'après, ici, genre, la fonction, elle fait ça. OK? Donc là, tu as comme un zéro de concavité ici. Puis là, c'est le problème qu'on essaie d'attaquer. Imaginons qu'on a la meilleure linéarisation possible
dans cette zone-là. OK? Donc, on va aller ici, on va aller là, ça continue, 3 petits points. OK? Si je veux avoir, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet endroit-là, OK? La zone concave qui est après, comme cette zone obscure-là pour nous, qu'on a dans l'utilisation jusqu'ici. Je vais prendre le segment, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le segment le plus long. Ça marche que ouais, OK, non, ce que je vais me reprendre. Je vais partir d'ici, OK? Ou est-ce que ici, je pourrais l'avoir linéarisé tout par là, puis avoir genre le genre de coupage qui arrive au milieu, qui est comme ça. OK? Fait que là, j'ai comme quelque chose de même, qui part du haut au haut, puis là, qui part de même. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet endroit-là, OK? Puis je vais remplacer le segment de la droite par le segment de longueur optimale, qui est comme celui-ci. OK? En faisant ça, on remarque, j'ai comme le segment qui était lui, qui s'arrêtait en plein milieu, qui était un peu whack. On l'a enlevé. OK? Mais là, on ne finit pas aussi loin que le premier segment de concavité ici. Parce que lui, il est de longueur optimale. Fait que c'est sûr et certain que le nouveau segment que j'ai ajouté, il finit avant ce point-là. OK? Fait que là, j'ai comme ma nouvelle linéarisation qui part de là, qui va prendre ce segment-là et qu'au lieu de linéariser à partir de là, je linéarise à partir de là. Et même chose pour le prochain et le prochain segment. Ce qui va se passer, c'est comme si je prenais ma linéarisation, là, puis je la tire un peu par là. Okay? Elle va un peu bouger, mais somme toute, je la tire. Oups. Je la tire comme ça. Okay? En faisant ça, tu peux. Donc, pour chaque segment de ta première linéarisation, tu as un nouveau segment. Donc, tu as une fonction qui est surjective de tes segments de avant-après. Okay? Donc, tu n'as pas changé ton nombre de segments en faisant ça, sauf peut-être à la fin. Parce que l'argument que j'ai utilisé de comme chaque segment, je dois juste tirer sa fin, bien, le segment, le dernier au bout, qui arrive en plein milieu, quand je le tire par là-bas, genre, je l'amène, bien, soit il arrive encore au milieu, fait qu'il n'y a pas de fin, soit il va finir. S'il arrive au milieu, il n'y a pas de fin, j'ai sauvé un seul segment. Okay? Je sais que ma preuve est un peu rapide, je m'excuse, mais je sais pas. Si vous voulez formaliser plus que ça, je l'ai écrite. Okay, donc, je l'ai tiré un peu. Soit j'ai sauvé un seul segment en faisant ça, soit j'en ai sauvé aucun parce que j'ai dû repopper. Peu importe. L'idée, c'est qu'en faisant ça, on a que la discontinuité de l'amener ici, comparée à la linéarisation totalement optimale, elle a juste un seul segment supplémentaire, au maximum. Donc, on a réussi à borner. Puis ça, c'est vrai pour chaque fois qu'on a un changement de concavité. OK? Donc, on a réussi à borner notre nombre de segments de ce genre de linéarisation-là avec le nombre de zéros de la deuxième dérivée. Donc là, on a réussi à arriver à quelque chose de quand même vraiment, vraiment joli, qu'on arrive à prendre une erreur arbitraire, linéariser une fonction et avoir le nombre de segments optimal ish. OK? Donc, ish étant quand même contrôlé comme ish. OK? Donc là, c'est en gros l'algorithme qu'on utilise pour essayer de linéariser des fonctions. Puis ça, c'est l'algorithme que j'ai implémenté. Cet algorithme-là, je l'ai dit que j'allais vous montrer d'autres applications de cet algorithme, d'autres utilités de linéariser une fonction de manière optimale. OK? C'est par exemple les outils graphiques. OK? Vous êtes sur Python, vous êtes sur n'importe quel langage de programmation, vous voulez afficher le graphique de x carré. OK? Ce que ça va faire, comme tout bon langage de programmation, c'est qu'ils vont prendre la vraie fonction, qui devrait être ça, ils vont refaire un peu dont je parlais au début, ils vont échantillonner là, 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 là et là, et ils vont juste relier les picots. OK? Ouais, mettons. OK? En faisant ça, on a un affichage graphique qui est assez joli. Si on prend l'écart entre chacun des points assez serré, on a quelque chose d'assez joli. Okay? Sauf que on a le même genre de problème dont je parlais plus tôt. Du genre, on surestime toujours notre fonction. Donc, notre visualisation d'une fonction qu'on veut essayer d'avoir à l'écran est toujours trop grande. C'est pas incroyable. Okay? Puis aussi, on a une erreur qui pourrait être arbitrairement grande à la vraie fonction, selon comment elle bouge. OK, on a quand même deux problèmes qu'on pourrait essayer de régler. Puis, c'est exactement ce que notre algorithme fait. Il va prendre une fonction, on lui donne un certain delta d'erreur, et là, on va avoir une linéarisation qui
qui passe du haut au bas de la fonction, qui va être comme un peu plus, pas nécessairement symétrique avec la fonction comme, elle va être des fois trop grande, des fois trop petite, comparée à la vraie fonction qu'on essaie d'imager. Mais ça va être pas comme toujours trop grand. Ça va être comme un peu plus harmonieux, si on veut, comme visualisation d'une fonction. Donc ça, on a déjà ça. Puis on peut aussi borner l'erreur pour pas avoir comme des points à intervalles réguliers qui donnent une droite, mais vraiment genre prendre des points arbitrairement comme plus loin, plus bas, selon l'erreur qu'on aimerait avoir à l'écran. OK? Donc ça, c'est une application qui est quand même jolie, qu'on peut appliquer ça pour n'importe quelle fonction qui est 2 fois dérivable, parce qu'on a quand même besoin des zéros de la deuxième dérivée. Donc dès qu'on a ça, on peut faire un affichage graphique meilleur qu'un affichage graphique usuel, ce qui est bien. Petite limitation, c'est que comme des fois j'amène des discontinuités à certains endroits. Une discontinuité, quand tu essaies d'afficher genre x carré plus moins x à la 3, c'est un peu wack. Tu sais, comme ta fonction est strictement continue, c'est ce que tu essaies de représenter, puis tu vas avoir une représentation discontinue. Mais genre, on oublie ça, on met ça de côté, on oublie ce problème-là, il n'existe pas, tu prends des affaires assez petites, puis genre, en général, ça donne une fonction qui est une visualisation de la fonction qui est meilleure que la visualisation usuelle de la fonction. Donc, l'idée de l'algorithme pourrait être implémentée dans des librairies d'affichage graphique, par exemple. Donc, c'est ça. Maintenant, moi, dans le contexte de recherche opérationnelle, parce que je travaille au CIREL en haut, dans quel cas on utilise vraiment comme le cas le plus typique où est-ce qu'on peut utiliser ce genre d'algorithme-là? Ça va être un réseau de flot de transport. Okay? J'ai juste une petite introduction à cette idée-là. Donc, l'idée, c'est qu'on a un graphe qui va de là à là, à là, à là. OK? Puis, genre, à peu près, on va être heureux. OK? Et sur chacun des arcs, mon but, mettons, ça, c'est mon départ. Ça, c'est mon arrivée. Okay? J'essaie de minimiser. Là, j'essaie de transporter ma marchandise de là à là. Okay? Mettons que j'ai une certaine quantité, mettons 8 de marchandises, une unité un peu arbitraire, qui doit passer de là à là. OK. Puis ça serait comme passer par bateau, par train, ou les villes par lesquelles je dois passer, des histoires comme ça. Ici, sur chaque arc, on va avoir le coût de combien ça coûte de faire passer une unité de marchandise dans cette direction-là. Mettons, ici, ça va être 4. OK? Puis je remplis tout mon graphe comme ça. Puis ici, on va avoir quelque chose, c'est qu'on va avoir une capacité maximale d'un arc. Donc, je ne peux pas passer par avion plus que ça à ça vers Amsterdam, mettons. Je sais pas. OK? Donc, ayant ces contraintes-là, on veut essayer de trouver c'est quoi le meilleur. Mettons, si je le remplis, mettons que je mets 5 ici. C'est pas un 5, ça. 5 ici, 7 ici. Donc, on va mettre. Okay. Ça serait un plus bel exemple avec 1, 3, puis 4. OK? Ce qu'on pourrait se dire comme ça, puis là, les capacités, je ne les ai pas mis, mais c'est pas grave, on va les inférer un peu. Ce qu'on va faire pour faire ça, c'est qu'on va essayer de passer. L'idée de l'algo, c'est de. Chaque unité de marchandise, j'essaie de la faire passer par l'endroit le plus juicy possible, OK? Qui va me coûter le moins cher. Fait ici, par exemple, je regarde. Peut-être que j'aurais dû prendre. Ouais. Pour qu'on ait une idée plus 5. OK. Ici, le chemin le plus juicy que je pourrais prendre pour ma marchandise, c'est de le faire passer par ici. 4, 1, puis 3. OK? Ça, c'est le meilleur chemin. Bien, 5, 3, c'est équivalent. Mais je dis comme, ça, c'est le chemin, je ne pourrais pas payer moins cher que ça. OK? Puis une fois que ce chemin-là est plein, bien, j'enlève l'arc qui est plein, puis je recommence la même idée. Donc, je reprends le segment le plus juicy. Par contre, là, ça fonctionne. On est capable d'avoir une optimisation du flot de mes marchandises jusqu'à mon arrivée. Par contre, c'est assez rare que le coût de transport de quelque chose soit unitaire, une ligne droite. Okay? On va avoir quelque chose comme logarithmique, encore pour la même idée qu'on a un wagon de train qu'on essaye de remplir. Acheter le wagon, ça coûte quelque chose. Ça coûte vraiment de moins en moins cher d'en ajouter, parce que moins cher, plus tu en achètes, moins c'est cher. On va avoir quelque chose comme logarithmique, quelque chose de même. Fait que là, tu peux plus juste dire je vais remplir mes chemins comme ça. Okay? Mais tu as quand même un beau résultat que quand tu n'avais pas ce genre de problème-là, si c'est juste des constantes ici, tu as le beau résultat que le flow optimal va avoir busté
la majorité des arcs qu'ils utilisent, il va y avoir quelques arcs pas pleins, mais comme les derniers, on s'en fout. OK? Si on a une fonction qui n'est pas constante, on n'a plus ce résultat-là. Donc là, on a encore une même idée que le simplex tantôt. Donc là, on passe de comme quelques points de quand on bosse les arcs à un domaine, une continuité de tout le flow. Je pourrais en passer 2.5 par là, blablabla, parce que c'est ça qui optimise. OK? Puis là, c'est vraiment, vraiment dommage. On a encore le même genre d'idée qu'on perd tout ce qu'on avait travaillé pour. Par contre, si on prend la fonction qui est de coût de flow, mettons que ce serait, au lieu d'avoir 4, tu aurais ln de la quantité de flow qu'on va mettre, mettons Q, okay, ici. Si tu prends cette fonction-là et que tu la linéarises, tu vas avoir une fonction comme ça, okay, qui va partir. Puis là, tu peux réappliquer la même idée du simplex dans le réseau en disant que au lieu que je dois regarder comme quand est-ce que je buste un arc au complet, tu dis quand est-ce que je buste la ligne droite qui est sur mon arc, la première ligne droite, comme ça, la deuxième ligne droite, la troisième ligne droite. Donc, juste comme ça, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu dans le vide comme ça, là, mais ça marche, tu peux le formaliser de façon vraiment rigoureuse. Puis, tu peux encore te ramener en ayant linéarisé ta fonction par morceau à quelque chose où tu essayes un nombre fini dénombrable de points comparé à une infinité indénombrable. Et je pense qu'on a fait le tour de la linéarisation optimale d'une fonction. C'est ça.